mesdames Massoli et Aldama, je vais vous laisser vous présenter donc qui vous êtes pour l'organisme pour lequel vous travaillez et donc ensuite prendre la parole pour la partie égalité hommes-femmes en Europe. Voilà, nous en dire un peu plus justement sur cette thématique-là. Merci à vous. Alors, bonjour tout le monde. Merci déjà à vous pour votre invitation. Donc, merci notamment aux collègues de l'Europe Direct du Bureau Endurance pour cette invitation. Merci Claire. Donc. Et alors oui, moi c'est Martina, je suis avec Carlotta, que je laisserai après présenter tout à l'heure. Avec Carlotta, on travaille à Pau, donc dans un autre centre Europe Direct, qui est porté par une association qui s'appelle Piste Solidaire. Voilà, on est dans le sud-ouest de la France, dans les pays de l'Adour. Et on travaille pour la mise en place des projets européens à l'échelle locale et européenne. Donc voilà, notre objectif est rapprocher l'Europe des citoyens et on le fait dans différents domaines via différentes approches, différents projets. Donc voilà, on est là aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a Claire nous a sollicité, on fait partie du même réseau, et donc on est là pour une petite présentation sur ce que l'Union européenne fait pour pouvoir promouvoir et atteindre l'égalité hommes-femmes, femmes-hommes. Sur les marchés du travail. Alors après, je tiens à préciser, juste si je peux me permettre, alors on n'est pas forcément des hyper expertes dans les domaines, dans le sens que voilà, nous ne sommes pas députés européennes ou nous ne travaillons pas pour la Commission européenne. Donc, on va essayer de pouvoir répondre au maximum à vos questions. Après, il y a une raison pour laquelle Claire nous a sollicité, c'est parce qu'en fait, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, on a en fait réalisé un dossier sur cette thématique. Donc, on a quand même fait des petites recherches de notre côté. Donc, on pourra peut-être voilà, vous en dire un peu plus. Je laisse la parole à Carlotta. Vas-y. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup Martina. Merci pour l'invitation Claire et Katia. Et du coup, moi, je suis Carlotta, je suis volontaire espagnole et je travaille avec Martina à Piste Solidaire et voilà, Centre d'information Europe Direct. Je suis arrivée au mois de septembre et mon contrat de volontariat, ça se finit en août. Et voilà, et on a travaillé, Martina et moi, avec notre collègue Piste Solidaire sur le dossier. Et je commence du coup, Martina? Vas-y, tu peux expliquer la slide, etc. Et on va pouvoir démarrer. Du coup, et pour expliquer un peu le dossier, on va le faire un peu en partie quiz débrief. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous mettre un lien sur le chat, d'accord, que vous pouvez cliquer. Et ça va vous amener à une page qui s'appelle AHA Slides. Et dès que vous arrivez, moi, je vais commencer à vous voir. Et normalement, vous devez voir, voilà, il y a déjà 2 personnes connectées. Et vous allez voir, voilà, une image avec 2 femmes, avec le titre de notre dossier. Je vais attendre un peu jusqu'à que tout le monde réussisse à se connecter. Juste une petite parenthèse, Carlotta. Il y a des personnes autour de cette table qui ne pourront pas le cliquer parce qu'on s'est rendu compte notamment que sur les tablettes et choses comme ça passait pas. Donc, il se peut qu'effectivement, vous n'ayez pas tous les clics que vous devriez avoir. D'accord? Ok, merci. Ok, bah, du coup, la première partie, ça va être consacré à un quiz que moi, je vais animer. Et je vais faire après le débrief, du coup, même les personnes qui n'ont pas accès au quiz, ils vont pouvoir entendre et comprendre de quoi je vais parler. Et ensuite, Martine va prendre la parole et va faire un peu plus un débrief. Et va se baser sur des infographies, etc. Mais je pense qu'avec ces explications, ça va suffire pour les personnes qui n'ont pas accès. Du coup, d'accord. Au pire, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est partager l'écran. Est-ce que c'est possible pour Carlotta? Ah, ça, c'est possible, oui. Moi, peut-être partager ton écran, Carlotta, et on va voir donc les back-office de la slide. Oui, ça serait même mieux. Ok, là, vous le voyez? Ouais, parfait. Oui, c'est bon? Ouais. D'accord. Ok,
Ok, du coup, j'ai 9 personnes connectées. Est-ce que vous pensez que c'est bon, je peux commencer ou j'attends un tout petit peu? Écoutez, les autres, de toute façon, si elles ne le cliquent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas le faire. Donc, elles vont regarder. Ok, bah, la moitié, du coup, je Parce vais. que moi, en tout, j'ai 22 participants. Oui. Donc, si effectivement les autres personnes ne sont pas connectées, c'est qu'il y a un souci quelque part. D'accord. Ok. Bon, là, on est à 10 personnes, du coup, je pense que c'est bon, et sinon tout le monde peut regarder l'écran. Ok, du coup, comme Martina vous a dit tout à l'heure, on a travaillé sur un dossier qu'on a publié le 8 mars. Et le dossier, il a comme titre Égalité femmes-hommes sur le marché de l'emploi, les initiatives de l'Union européenne. Et du coup, dans ce dossier, on a analysé différentes thématiques de l'emploi qui touchent les femmes et les hommes dans l'Union européenne. Et on a analysé un peu l'historique de l'Union européenne en termes d'égalité dès les débuts, depuis sa création de l'Union européenne jusqu'à maintenant avec l'actuelle présidente de la Commission. Du coup, ce qu'on va faire, c'est vous allez, voilà, là vous allez, bon, les personnes qui sont connectées, ils vont être demandées de mettre leur prénom et choisir un emoji. C'est pour, voilà, pour faire le quiz. Et ne vous inquiétez pas, c'est anonyme, du coup, pas des mauvaises, des bonnes réponses, c'est pas grave. Du coup, n'hésitez pas à vous connecter et une fois que les 10 personnes seront connectées, on pourra commencer. Vous allez avoir, moi je vais lire la question et après les possibles réponses et après vous allez avoir 15 secondes, du coup c'est très vite, pour essayer de choisir la bonne réponse. Et après moi je vais vous expliquer un peu plus dans les détails pourquoi c'est cette réponse. Alors, il y a 7 personnes qui sont connectées, très bien. Du coup, moi je peux voir qui est connecté. Ok. Ok, je vais attendre un tout petit peu plus. Ah, mais vous, en fait, vous regardez l'écran, c'est bête. Enfin, vous voyez qui est. Non, ok. D'accord. Ok. Du coup, bon, on est 9 joueurs. Je pense qu'on peut démarrer. Je vais commencer le quiz. Du coup, première question. Depuis quand l'Union européenne inscrit la valeur de l'égalité femmes-hommes dans ses traités? Depuis 1957, depuis 1992 ou depuis 2020? Allez, vous avez 5 secondes. Ok, et la bonne réponse, bah voilà, c'était depuis 1957. Pour faire un peu de livre, l'Union européenne, bon, elle a fait quelques années après la Seconde Guerre mondiale et au fur et à mesure avec les différents traités qui se sont créés, c'est en 1957 avec le traité de l'Union européenne que l'Union européenne elle s'est inscrite sur des différentes valeurs et parmi beaucoup de valeurs comme la dignité, l'état des droits, nous pouvons trouver l'égalité entre les femmes et les hommes. Et du coup, c'est depuis le début que l'Union européenne elle s'est engagée pour cette cause. Ok, deuxième question. Quel est le pays européen dirigé par 2 femmes, par une présidente et une première ministre? La Grèce, l'Estonie ou l'Allemagne? C'est une question, voilà, très intéressante. Allez, 1 seconde. Ah, bah, très bien. Et voilà, c'est l'Estonie. En fait, voilà, c'est le seul pays qui est gouverné par 2 femmes qui sont à la tête du gouvernement et à la tête de l'État. Actuellement, il y a 5 femmes qui sont à la tête du gouvernement, où on peut trouver, par exemple, l'Allemagne, comme Angela Merkel. Et il y a 3 femmes qui sont à la tête de l'État. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est plutôt des pays qui sont dans le nord de l'Europe. Et ce sont des pays qui aussi, comme par hasard, ils ont été très très salués après la crise pendant la crise de la Covid au début pour avoir bien géré la crise sanitaire. Ils ont eu des félicitations et tout. Et par hasard, c'est des femmes. Mais voilà, c'est très intéressant de voir comme
bah, c'est les pays plus du Nord, mais peu à peu, bah, Madame Merkel, ça fait des années qu'elle était à la tête du gouvernement, qu'elle va devoir quitter à la fin de cette année. Mais voilà, c'est très important comment peu à peu, il y a de plus en plus des places des femmes dans des rôles de pouvoir politique. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour réussir une vraie parité. Ok, question numéro 3. Quel est le pays qui présente un écart de rémunération moins grand face aux autres pays de l'UE en 2018? L'Italie, l'Estonie ou la Roumanie? Estonie. Vous avez 5 secondes. 3, 2, 1. Et en fait, c'est la Roumanie. Ça, je vais juste passer. Ah, bah, tout le monde a répondu. Enfin, presque tout le monde. Je vais juste passer à la diapositive suivante pour vous expliquer un peu plus en détail avec une infographie. En fait, bah, comme vous pouvez voir, c'est bizarre parce que même si l'Estonie, c'est le pays qui est le seul qui est avec 2 femmes qui sont aux têtes des pouvoirs politiques, et c'est le pays qui a le plus grand écart en termes de rémunération entre les sexes. Et par exemple, là, enfin, c'est plus petit, du coup, on ne voit pas, par exemple, la France ou l'Espagne, mais l'Espagne et l'Italie, ce sont des pays où on trouve des écarts de rémunération beaucoup moins grands que la France, par exemple. La France, elle a un pourcentage un peu plus grand que la moyenne de l'Union européenne. Du coup, ça montre, voilà, c'est juste pour vous montrer que même si l'Estonie, par exemple, apparaît comme un pays qui est très positif avec ses rôles de pouvoir, dans l'autre côté de la monnaie, on a que les rémunérations, c'est pas tout à fait abouti. Du coup, voilà, il y a encore des choses à faire dans tous les pays. Question numéro 4. Quelle est la date de la création de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres au sein du Parlement européen? En 1979, 1984 ou 2015? Le Parlement européen, il y a plusieurs commissions qui travaillent sur différents sujets. Et voilà, c'est là. Alors, on va voir si vous avez bien répondu. Et en fait, c'est en 1984. Et en fait, cette commission, elle travaille plutôt sur la promotion et la protection des valeurs d'égalité hommes-femmes dans l'Union européenne, mais aussi hors l'Union européenne. C'est quelque chose qui est différent de la commissaire à l'égalité qui travaille dans la Commission européenne, qu'on va vous parler un peu plus tard. Mais voilà, c'est intéressant que ce n'est pas qu'au niveau européen, mais c'est aussi au niveau international pour protéger et pour voilà, faire partie aussi des protocoles internationaux comme la Convention d'Istanbul, que vous avez peut-être entendu parler, etc. Ok, on arrive vers la fin. Question numéro 5. Ursula von der Leyen, qui est l'actuelle présidente de la Commission européenne, elle fut élue en 2017, 2018 ou 2019. Ça, c'est très dans l'actualité. Du coup, on va voir si vous êtes à jour ou pas. Est-ce que vous suivez l'actualité? Oui, voilà. Ah, bah, très bien. Très bien. Bah, oui, c'est l'actuelle présidente. C'était facile, ça. C'est la plus récente. Mais voilà, en fait, c'est la première femme qui est à la tête de la Commission européenne. Et elle est considérée aussi, en fait, quand on parle de l'histoire de l'Union européenne, on parle souvent des pères fondateurs de l'Union européenne, comme Robert Schuman ou Jean Monnet, qui ont rédigé la déclaration Schuman, qui est le texte fondateur de l'Union européenne. Mais on oublie souvent des femmes qui ont été aussi très, très importantes pour la construction, comme Simone Veil, qui a été très importante pour la France, mais aussi importante pour l'Europe, parce qu'elle a été la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. On a Nicole Fontaine et Madame Ursula von der Leyen, elle est très importante aussi. Pas que parce qu'elle est la première présidente dans la commission, mais aussi parce que, comme je vous disais avant, la commission elle est composée de différents commissaires et c'est la première fois où il y a autant de parité entre les femmes et les hommes qui sont représentés dans la commission. Voilà, et elle a aussi présenté une stratégie en faveur de l'égalité femmes-hommes
pour la période 2020-2025 qu'on a analysé aussi un peu dans notre dossier. Du coup, elle est vraiment très, très engagée avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Et voilà, du coup, c'est quelque chose d'actualité qu'elle essaye de battre tous les jours. Et on passe à la question suivante, la question numéro 6. Quels sont les défis actuels de la commissaire européenne à l'égalité? Renforcer l'engagement de l'Europe en faveur de l'égalité, élaborer une stratégie européenne pour l'égalité des sexes, veiller le respect de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ou intensifier la réponse de l'UE à la violence fondée sur le sexe. C'était un peu vite, mais en fait, toutes les réponses étaient correctes. La dame qui est derrière la photo, c'est Helena Dalli, et en fait, c'est la commissaire à l'égalité. Elle ne travaille pas que dans l'égalité femmes-hommes, mais aussi dans l'égalité pour les discriminations, pour les minorités, pour les personnes voilà, et pour tout le monde. Mais sur le volet égalité femmes-hommes, c'est sur ces différents points qu'elle va travailler. Voilà, ça on a pris cet extrait de la stratégie en faveur des femmes et des hommes, de l'égalité femmes-hommes qui était proposée par la présidente de la commission. Je vais juste le lire pour que vous voyez un peu de quoi ça parle cette stratégie. L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'Union européenne, mais elle n'est pas encore en réalité. Dans le monde des affaires, en politique, dans l'ensemble de la société, nous ne pouvons réaliser tout notre potentiel qu'en mettant pleinement à profit nos talents et notre diversité. Nous ne pouvons pas nous contenter de la moitié de la population, des idées ou de l'énergie. Voilà un peu l'idée de cette stratégie pour arriver à une parité dans tous les sens. Et on arrive à la dernière question. Quand la directive sur la vie privée et la vie professionnelle a été adoptée? En 2012, en 2019 ou en 2020? Alors, et la réponse correcte, c'est en 2019. Martine va vous parler un peu plus dans les détails après, mais c'est en fait pour cette directive, ça a été créé pour moderniser un peu le cadre juridique de la vie professionnelle et vie privée par rapport aux congés, etc. Et voilà, et ça a été très récemment approuvé et vous allez pouvoir comprendre un peu plus avec l'aide de Martina. Voilà pour ma partie. Je passe la parole à Martina. Et, Merci. Oui. Bon, félicitations, Gauthier, pas le mot. Voilà, félicitations. Ok, voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc voilà, ce petit quiz, c'était juste un peu pour vous mettre un peu dans l'ambiance de la thématique, pour voir un peu aussi où vous en étiez en termes d'information, au niveau d'information. Alors, bien évidemment, la question est complexe. Elle est très, très complexe et il faudrait prendre en considération plusieurs facteurs. Donc, nous, on a fait le choix d'en prendre certains, en sachant que ça va peut-être probablement pas représenter la problématique dans sa globalité, mais bon, ça peut déjà donner une idée. Comme Carlotte l'a déjà dit, sûrement il faut prendre en considération le fait que l'Union européenne reste à ce jour l'un des espaces, voire l'espace le plus avancé au monde en matière d'égalité femmes-hommes. Ça, c'est sûrement quand même une réalité à prendre en considération. Mais si on va regarder dans les détails, la situation est encore imparfaite et donc il y a des progrès qui sont faits, mais qui sont faits très lentement. D'après en fait des études qui sont réalisées tous les ans par l'Institut européen pour l'égalité entre femmes et hommes, en fait il y a un progrès de 5,9 points seulement dans les 15 dernières années. Donc, c'est un processus quand même long. D'après toujours des études de cet institut, il faudrait encore 60 ans pour pouvoir atteindre l'égalité femmes-hommes dans l'Union européenne. Donc, c'est quelque chose vraiment sur lequel on y travaille.
Bien évidemment, ça dépend beaucoup du fait que chaque État membre est différent. Il y a des réalités qui sont différentes. Donc, l'Union européenne, ce qu'elle essaye effectivement de faire, c'est de poser des cadres principalement législatifs qui vont pouvoir donc guider certaines mises en place et certaines implémentations de chaque État membre pour avoir une vision un petit peu générale de ce qui se passe en Europe. Bon, déjà, il faut se dire qu'il y a un accès à l'emploi qui est différent. Donc, il y a un écart de 11% entre hommes et femmes en âge de travailler. Et là où l'écart est quand même vraiment beaucoup plus important, c'est en ce qui concerne le travail à temps partiel. En général, les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes. Il va falloir prendre en considération qu'il y a ce qu'on appelle les métiers dits des femmes et les métiers plutôt dits des hommes. Donc, ce qu'on appelle en général les métiers du care, qui sont en fait tous ces métiers qui demandent la prise en charge des besoins des autres. Et donc, il faut s'occuper effectivement des autres. Et ce sont des métiers comme par exemple les aides au ménage ou les soignantes. Presque les 75% des personnes qui travaillent dans les domaines de la santé, ce sont des femmes. Donc, ces métiers dont on s'est rendu compte quand même qu'ils sont des métiers très, très importants, notamment lors de la crise de la Covid, parce que c'était justement les métiers qui étaient les plus en première ligne. Mais ce sont des métiers principalement mis en place par des femmes. Les femmes sont vraiment surreprésentées, plus de 30% des femmes par rapport aux hommes. Alors que les hommes sont beaucoup plus présents dans ces secteurs STEM, qu'on appelle STEM. En fait, ce sont les secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, qui sont en général d'ailleurs les secteurs aussi un peu les mieux payés par rapport aux métiers du care, qui sont en réalité les métiers les plus précaires, là où il y a des horaires les plus décalés et avec donc des rémunérations aussi plus basses. Donc, en plus de cette question, effectivement, des métiers genrés qui dérivent, qui sont sûrement une conséquence aussi des études genrées ou quand même de certaines stéréotypations et catégorisations qu'on pourrait faire des études. On sait que les femmes, elles prennent des diplômes universitaires et parfois, ils ont peut-être aussi des résultats meilleurs que les hommes, mais voilà, elles se limitent, disons, à ces métiers, à ces études qui sont généralement catégorisées, stéréotypées comme des études et des métiers pour les femmes. Et en plus, il faut prendre en considération tout ce qui est des responsabilités familiales. Donc, tout ce qui est responsabilité familiale, donc tout ce qui peut être la prise en charge des enfants. D'après des études, les femmes consacrent beaucoup, beaucoup plus de temps que les hommes aux enfants. Tout ce qui est tâches ménagères ou alors prise en charge des personnes dépendantes, des personnes âgées, c'est en général toujours les femmes qui s'en occupent. Et dernier facteur que nous on a pris en considération, c'est l'écart salarial. Il y a un écart qui est vraiment, qui est important, des moins 16% entre les femmes et les hommes, en sachant qu'en France, cet écart varie. En fait, il est entre 17% si on prend en considération les salaires horaires temps plein et 23% si on prend en considération, par contre, d'autres facteurs qui pourraient être, disons, subis par les femmes. Si tu peux avancer des diapositives, Carlotte. Encore des chiffres pour essayer de donner toujours un peu la situation. Les femmes dans les prises dans les prises de décision, donc les femmes dans les pouvoirs, Carlotte en a déjà un peu parlé. La situation a sûrement amélioré lors des dernières décennies. Si on prend les collèges des commissaires, par exemple, en 85, quand ça a démarré, il y avait 0 femme.
Aujourd'hui, on arrive à une égalité qui est presque exacte entre femmes et hommes. Mais après, ça reste, disons, au collège des commissaires. Sûrement, le fait que pour l'instant, la présidente de la Commission européenne soit une femme, ben, c'est sûrement quand même très, très fort et important aussi du point de vue voilà, symbolique ou quand même de la valeur qu'elle va donner à cette politique, à cette stratégie en faveur de l'égalité femmes-hommes. Ce qui se passe au Parlement européen, par exemple, en ce moment, il y a presque un 40% des députés européens qui sont des femmes, même si là, après, il faut prendre en considération tout un tas de facteurs, des choses comme par exemple les élections, le fait qu'en fait, les élections européennes se passent de manière différente en fonction des États membres. J'étais étonnée de découvrir que, par exemple, en Autriche, il n'y a même pas l'obligation d'une parité femmes-hommes pour des listes des candidats. Ce qui pourrait être par contre les cas, par exemple, en France, les listes des candidats ont quand même l'obligation d'avoir une parité femmes-hommes, et bien, ce n'est pas forcément les cas dans tous les autres pays européens, ce qui peut peut-être expliquer aussi voilà, qu'on a encore une majorité quand même d'hommes qui siègent à Strasbourg. Pareil pour ce qui concerne les conseils d'administration, où les femmes sont représentées à seulement 7%, ou en ce qui concerne, par exemple, les directeurs d'entreprise, où quand même les pourcentages des femmes restent encore très, très bas. Et une dernière diapositive pour présenter la situation en termes des chiffres. Ce qui s'est passé pendant la crise de la Covid, qui a très probablement accentué, enfin très probablement c'est sûrement, qui a accentué en fait un écart qui existait déjà, et bien ça l'a accentué, comme je disais tout à l'heure. Les 76% des 49 millions de travailleurs de la santé sont des femmes et ce sont donc les femmes qui ont travaillé, qui travaillent principalement en fait dans tous ces secteurs qui ont été au front, qui ont été en première ligne, pour la lutte contre la Covid. Donc tout ce qui est les métiers du care dont on parlait tout à l'heure, mais aussi par exemple les caissières qui ont été quand même très très importantes parce que c'était les personnes qui travaillaient le plus quand même dans les supermarchés, qui étaient quand même les seules structures qui pouvaient rester ouvertes pendant la première période des confinements, etc. Mais voilà, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé représenté par les femmes. Donc ça, pour essayer un peu de donner une vision assez globale de la chose. Mais pareil, vas-y, Carlotte, avance. Je ne sais pas si, du coup, il y a possibilité pour les personnes de répondre et de donner un peu d'après vous, quels seraient les aspects sur lesquels il faudrait travailler pour promouvoir et atteindre une égalité femmes-hommes sur les marchés du travail, avant que je puisse éventuellement présenter effectivement ce qui est déjà mis en place par l'Union européenne. On vous laisse quelques petites secondes peut-être pour pouvoir donner vos réponses, vos suggestions, même par mots-clés. Hein. C'est pas obligatoire de vraiment développer tout un discours. Mais comment? C'est anonyme. Enfin, ils vont pas. Oui, vous n'avez pas l'obligation d'écrire de dire de qui ça vient. Alors, ok. Ok, alors il y a une réponse. Regardez les compétences avant tout. D'accord. Alors, on peut peut-être passer, alors vas-y, au Carlotte, comme ça. Même si, je ne sais pas si les personnes étaient en train de répondre ou pas. Alors, ça a été déjà dit,
l'égalité femmes-hommes est vraiment présente dans les traités de l'Union européenne depuis les débuts, depuis 1957. À l'époque, c'était la Communauté économique européenne. C'est devenu Union européenne beaucoup plus tard. Mais en fait, déjà dans les traités, on parle de cette égalité. Et donc, pour pouvoir identifier des dates clés, en 1975, c'est la première directive européenne contre la discrimination salariale, même si ça ne suffit pas, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint cette égalité. Et de toute façon, la question qui est au cœur des discussions en ce moment, c'est comment pouvoir rendre le plus possible transparent la rémunération entre femmes, la différence des rémunérations entre femmes et hommes. La Commission donc, des droits des femmes pour l'égalité des genres au Parlement européen, dont Carlotte a parlé tout à l'heure, l'inscription de ce droit à l'égalité entre femmes et hommes dans la Charte des droits fondamentaux qui a été adoptée en 2000 et qui a atteint une valeur juridique contraignante. En 2011, c'est la signature de la Convention d'Istanbul. Donc, la Convention d'Istanbul, c'est un texte qui a été, qui a été promu par les conseils de l'Europe. On n'est pas confondre donc avec les institutions européennes qui travaillent pour la première fois sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. Donc, c'est un texte très, très important qui a une valeur juridique contraignante et qui est à ce jour les textes probablement les plus avancés en matière de lutte contre les violences à l'égard des femmes, à savoir que les pays européens l'ont tous signé, mais ils ne l'ont pas tous ratifié. Aujourd'hui, il manque à l'appel encore si c'est un membre. Donc, du moment où la Convention n'est pas ratifiée, ça veut dire que ça peut pas pouvoir se transposer dans la législation nationale. Et comme on disait tout à l'heure, en 2019, pour la première fois, une femme à la tête de la Commission européenne et donc une commissaire à l'égalité. Vas-y, Carlotte. Donc, ça, c'est un peu pour vous donner l'historique. Martina, il y a juste Jean-Marie qui mettait quelque chose, alors je vais quand même vous le lire. Jean-Marie mettait à ce sujet, le retrait de la Turquie est un mauvais signal. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je trouve moi-même surprenant l'effet qu'il y ait une convention. C'est surprenant que la convention effectivement a été signée quand même dans une ville comme Istanbul, parce que on le sait quand même que la Turquie en ce moment, c'est pas forcément un bon exemple en matière de respect des droits de l'homme, des femmes et des minorités. Je suis désolée de les dire, mais il faut quand même dire un peu aussi ce qui est. Et c'est sûrement une des raisons aussi pour laquelle la candidature de la Turquie est bloquée depuis 1987. La candidature elle a intégré l'Union européenne. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas un bon signal, d'autant que si on prend en considération l'effet que quand même avec la crise de la Covid, donc les deux périodes des confinements, les nombres des violences sur les femmes dans les ménages familiales a augmenté. Et très souvent, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la disparité la disparité économique, la disparité salariale peut être justement les débuts d'une prédominance masculine sur la femme et donc peut-être aussi les débuts et les prétextes d'une violence qui pourrait potentiellement, éventuellement arriver plus tard. C'était un sujet qui était traité par les CIDF, les centres d'information de droits des femmes, des familles qui travaillent dans les 64. Et donc, j'ai trouvé ça, effectivement, c'est très, très, très intéressant. Alors, pour la petite information, on avait Sandra Laoussine du CIDFF, d'ailleurs, juste avant vous, qui a travaillé, qui est intervenue justement sur ça, sur concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, qui nous a effectivement donné quelques clés pour les personnes présentes. Et oui, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Et elle en a effectivement parlé. C'est bien que vous le rappeliez parce que c'est aussi quelque chose qui est mis en place au niveau de l'Europe. Donc, c'est bien. C'est bien. Ouais. Je vois qu'il y a une main levée. Est-ce que je peux arriver à la fin et on prend éventuellement les questions après ou c'est bon pour vous? Monsieur Biliato, dites-nous si c'est bon pour vous. Ok, bon. Merci. Oui, il dit.
Alors, donc, il y a bien évidemment plusieurs fronts sur lesquels travailler. Ce qu'il va falloir essayer de pouvoir faire, c'est favoriser une meilleure articulation des temps de vie entre les femmes et les hommes pour pouvoir donc faire en manière que ce ne soit pas forcément les femmes qui s'occupent à chaque fois des enfants ou des tâches familiales et pour que donc on puisse favoriser une réinsertion des femmes notamment après l'accouchement. Parce que quand même, il faut aussi dire que l'accouchement peut être et est une des raisons pour lesquelles il y a une participation beaucoup plus basse des femmes au marché de l'emploi. Et donc, la directive dont Carlotte a parlé tout à l'heure, donc c'est une directive pour un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui comprend en fait 4 points fondamentaux qui sont donc l'instauration d'un congé des paternités, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne jusqu'à présent, d'accord? Donc, avec cette directive, les pères ou les secondes parents pourront prendre un congé des paternités d'au moins 10 jours autour de la date de naissance de l'enfant, 10 jours qui seront rémunérés au moins à la hauteur des indemnités de maladie. Il y a ensuite un renforcement du droit existant à 4 mois des congés parentaux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, 2 des 4 mois ne seront pas transférables d'un parent à l'autre et qui seront rémunérés à un niveau quand même qui devra être fixé par les États membres. Et les parents également auront la possibilité de demander à prendre leur congé de manière flexible, par exemple temps partiel ou de manière fragmentée. Il y a un troisième point important pour ce qui est du congé pour les aidants, okay, donc, qui est destiné aux travailleurs qui apportent une aide ou des soins personnels à un proche ou à une personne qui vit dans les mêmes ménages. Et il y a l'extension du droit, le quatrième point, en fait, l'extension du droit existant de demander des formules souples de travail, comme par exemple, ça peut être la réduction du temps de travail ou un horaire de travail plus flexible, des flexibilités concernant aussi les lieux du travail. Donc, des formules beaucoup plus souples de travail pour tous les parents d'enfants qui ont jusqu'à 8 ans au moins. Et à tous les aidants donc, qui travaillent. Donc, c'est une directive qui a été adoptée en 2019. Elle vise effectivement à moderniser les cadres juridiques existants. Elle est censée devoir rentrer en vigueur dans tous les États membres d'ici l'été 2022. Donc là, il faudra voir effectivement comment cette directive pourra être après ensuite transformée ou quand même adaptée aux législations nationales en sachant qu'il y a peut-être déjà des pas en avant ou vers cette directive qui ont été déjà faits pendant la période de la COVID. Quelques initiatives qui ont été prises par certains États membres pour favoriser les femmes avec un enfant, par exemple des congés spéciaux, pour pouvoir donc supporter aussi le fait que pendant les confinements, beaucoup des crèches, par exemple, ou d'écoles étaient fermées. Voilà. Tu peux avancer, Carlotte, s'il te plaît. Donc, ça, c'est directive équilibre vie privée et vie professionnelle. C'est un premier front de travail, si vous voulez. Tout à l'heure, on parlait de la disparité salariale. Donc, il y a effectivement un nouveau projet, une nouvelle directive donc, pour pouvoir garantir une transparence des rémunérations. Elle est toute récente parce qu'elle a été proposée par la Commission au début de ce mois. Donc, la Commission propose effectivement des mesures qui visent à garantir cette égalité des rémunérations pour un même travail. Comme vous pouvez voir, ça implique 2 volets principaux, tout ce qui est mesures en matière de transparence des rémunérations et tout ce qui peut favoriser un meilleur accès à la justice pour les victimes des discriminations en matière de rémunération. Donc, pour essayer d'expliquer assez rapidement, en termes des mesures en matière de transparence des rémunérations, déjà, les employeurs devront fournir des informations sur les niveaux des rémunérations initiales ou quand même une fourchette correspondante dans l'offre d'emploi ou avant l'entretien d'embauche. Et les employeurs, par contre, ne seront pas autorisés à demander aux éventuels candidats leurs antécédents en matière de rémunération. Il y a un droit à l'information pour les salariés.
Donc, ils auront les droits de pouvoir demander à leur employeur des informations sur les niveaux des rémunérations individuelles et sur les niveaux des rémunérations moyens, ventilés par sexe pour les catégories des travailleurs accomplissant les mêmes travails ou un travail des mêmes valeurs. Les employeurs comptant en moins de 150 salariés devront, disons, publier des informations sur l'écart des rémunérations entre les travailleurs féminins et masculins dans leur organisation. Donc, c'est les points information sur l'écart des rémunérations entre hommes et femmes qui devra être fournis par l'employeur. Lorsque les informations sur la rémunération indiquent en fait un écart des rémunérations entre femmes et hommes d'au moins 5%. L'employeur un écart que l'employeur, par contre, ne peut pas justifier sur la base des facteurs objectifs et non sexistes. L'employeur devra procéder à une évaluation des rémunérations en coopération avec les représentants des travailleurs. Et en ce qui concerne, par contre, un meilleur accès à la justice pour les victimes des discriminations, voilà, il y a des points qui sont proposés, donc une indemnisation des travailleurs. Donc, ils pourront, en fait, ces travailleurs qui sont victimes d'une discrimination en matière de rémunération qui est fondée sur les sexes peuvent obtenir une indemnisation. Il y aura une charge de la preuve qui devra peser sur l'employeur. Donc, il incombera effectivement par défaut à l'employeur et non aux travailleurs d'éprouver l'absence de discrimination en matière de rémunération. Il y aura des sanctions, éventuellement des amendes qui devront être établies par les États membres en cas de violation de cette règle relative à l'égalité des rémunérations. Et normalement, il y aura des organismes qui seront mis en place pour l'égalité des traitements et les représentants donc, des travailleurs qui pourront agir dans les cadres des procédures judiciaires ou administratives au nom des travailleurs. Voilà un peu ce qui est de la directive Pay Transparency, qui est quand même, comme je disais tout à l'heure, elle vient juste d'être proposée. Donc voilà, il faudra maintenant voir si et comment elle sera adoptée conjointement par Parlement européen et par Conseil de l'Union européenne. Et une dernière diapositive, si vous voulez, qui vous présente différents petits fronts. Ça, si vous voulez, c'était les deux gros, enfin, ce que nous, on avait identifié un peu comme les deux grands chantiers. Les deux directives, en sachant qu'il est en réalité un chantier il y a déjà depuis un moment, une directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés, dans les conseils d'administration, qui cherche justement à équilibrer les gens au sein des administrations, au sein des administrations, des conseils d'administration, même s'il s'agit quand même d'une directive qui est pour l'instant bloquée ou quand même qui n'avance pas en termes de processus décisionnels. Et il y a quand même toute une série, disons, des financements qui sont mises en place en termes voilà, budgétaires. Donc, tout ce qui est fonds structurels ou même les budgets européens qui a été voté l'année dernière et qui donc va pouvoir démarrer pour la période 2021-2027. Il y aura bien évidemment des financements qui seront alloués pour pouvoir atteindre une meilleure égalité femmes-hommes dans plusieurs domaines, en sachant que cette dimension égalité femmes-hommes, il faudra absolument qu'elle soit prise en considération par les États membres dans leur plan de relance économique pour la reprise post-Covid. En fait, je pense que vous savez, au niveau de l'Union européenne, il y a un plan de relance qui s'appelle Next Generation EU, qui a été en fait voté, qui a été accepté, validé, qui est financé à la hauteur de 750 milliards d'euros. C'est un chiffre énorme et c'est quand même une première dans l'histoire des institutions européennes parce que pour la première fois, c'est l'Union européenne qui s'endette
auprès des banques pour pouvoir en fait financer cette relance, mais il faudra absolument ne pas oublier la dimension femmes-hommes ou quand même la dimension des genres dans ces plans de relance. C'était très intéressant un peu de ces points de vue, les points de vue effectivement du Parlement ou quand même des certains parlementaires, notamment une parlementaire, une députée, pardon, une députée allemande de la Commission des droits des femmes qui a justement réalisé une étude au titre Next Generation EU Leaves Women Behind, c'est-à-dire enfin, ce plan de relance, est-ce qu'il laisse des côtés ou est-ce qu'il laisse derrière les femmes. Donc c'est vraiment une chose qu'il faudra absolument prendre en considération, d'autant qu'il faut quand même les dire que, comme on voyait tout à l'heure un peu de chiffres, les hommes ont quand même toujours gagné un peu entre guillemets de cette crise. Ils ont gagné un temps, ils ont gagné peut-être un argent, alors que pour les femmes, sûrement, la situation a beaucoup, enfin, c'est beaucoup empiré, non pas seulement en termes des violences conjugales, mais aussi en termes de ce qu'on appelle en fait la double journée de la femme, c'est-à-dire que la femme qui doit déjà travailler, en plus, quand elle arrive à la maison, eh bien, elle a encore une autre journée de travail parce qu'il voilà, il va falloir s'occuper des enfants, il va falloir s'occuper des tâches ménagères, préparer les repas, etc. Donc, ce sera vraiment une dimension à prendre en considération. Sans s'oublier, on l'a pas nommé jusqu'à présent, mais c'est quand même une chose fondamentale et très, très importante, tous les travaux en réalité d'éducation et de sensibilisation qui devraient être faits pour pouvoir faire manière que déjà on puisse avoir beaucoup plus d'exemples femmes ou quand même des femmes qui ne soient pas seulement en vitrine avec de la lingerie, mais des femmes chercheuses, des femmes astronautes, des femmes inventeuses, des femmes donc qui travaillent dans des domaines qui sont généralement masculins. Donc c'est sûrement des bons exemples dont on a besoin. Sans oublier quand même que la lutte contre les inégalités femmes-hommes est strictement liée aussi à celle qui peut être la lutte contre tout autre type de discrimination. Donc, il ne faudra pas oublier que voilà, à la discrimination des gens, on pourrait aussi avoir une discrimination en fonction de la race, en fonction de la religion, en fonction de l'origine, etc., etc. Donc, voilà, c'est un discours, comme j'ai dit, c'est vraiment très, très, très complexe. Moi, je m'arrête là pour l'instant. Je pense que j'ai déjà aussi un peu dépassé. Il y a une dernière slide, juste si vous voulez donc poser à ce moment-là des questions ou si vous avez des commentaires. Donc, soit vous voulez poser via les slides, soit un chat, soit ou sinon, vous pouvez prendre la parole, j'imagine. Voilà. Alors sinon, donc effectivement, je ne sais pas si on m'entend, mais effectivement, c'est maintenant que s'il y a des personnes qui veulent réagir. Monsieur Biliato, vous êtes toujours avec nous? Vous vouliez effectivement réagir tout à l'heure. Encore quelques minutes avec vous. C'était juste pour apporter une petite précision en termes de chiffres. Sur le Vaucluse, j'ai entendu cette information il n'y a pas plus tard que quelques jours à France Bleu. Depuis 4 ans, 44% d'augmentation de violences conjugales en Vaucluse. C'est un chiffre qui est assez effrayant. Donc c'est bien en amont, bien sûr, du Covid, mais effectivement, la crise du Covid n'a pas arrangé les choses parce que moi, en tant que conseiller m'occupant de femmes en difficulté, j'ai de plus en plus, de la part des collègues de l'agence où je suis à Pôle emploi et des personnes que je suis, de plus en plus la parole se libère et il y a de plus en plus de personnes qui subissent ces violences-là et que je retrouve donc à suivre, à accompagner dans leur recherche d'emploi ou de formation. Il y a eu un très net, après le premier confinement, une très nette augmentation, assez effrayante d'ailleurs, et donc voilà. Je pense qu'effectivement, c'est ce que je disais, le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul et le fait que certains pays européens, on ne va pas les nommer, si peut-être, allez, la Hongrie, la Pologne, ne l'est pas encore ratifié, alors peut-être signé, mais pas encore ratifié, ça laisse encore
perplexe. C'est vrai que cette convention d'Istanbul est très, très, très contraignante, mais en bien, hein, je trouve. Mais effectivement, tous les pays ne veulent pas y aller, et pour cause. Voilà, c'était juste cette petite précision. 44% en 4 ans en Vaucluse d'augmentation, c'est considérable. Effectivement. Effectivement. Oui, non, alors, ça sûrement, ben, enfin, c'est des chiffres qu'on a vus et on les sait. D'où je pense, ouais, enfin, l'importance de pouvoir vraiment ratifier ou quand même pousser les États membres qui manquent à l'appel pour la ratification de la Convention. Alors après, d'après mes recherches, je suis pas sûre il me semble que la Pologne les ratifier, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y ait ce qui se passe en Pologne depuis septembre, octobre de l'année dernière, même en matière d'avortement, où voilà, tout ce qui est voilà, l'avortement qui a été proclamé comme anticonstitutionnel, ou quand même aussi tout ce qui se passe aussi contre les minorités LGBT, etc. Voilà, ça n'excuse pas, bien évidemment. Enfin, le fait d'avoir ratifié, ça ne veut pas dire qu'après, ça se met en place effectivement dans le pays. Donc, l'intérêt, ce sera vraiment très, très important qu'à un moment donné, ces 6 États puissent ratifier. Mais de toute façon, il y a quand même une volonté vraiment très, très forte au niveau de la Commission européenne, donc au niveau de la présidente, de vouloir à un moment donné quand même aussi aller au-delà, dans le sens que, d'accord, même si ces 6 États membres ne ratifient pas la Convention, ben, ce sera une volonté politique des institutions de vouloir alors promouvoir d'autres directives, d'autres législations propres à l'Union européenne. Parce qu'il faut quand même, voilà, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que la Convention d'Istanbul, elle est pas promue par les institutions européennes, mais par les conseils de l'Europe. Donc, il y aura quand même une volonté de la part des institutions européennes à pousser la législation dans ce sens-là, voilà, pour une prévention déjà et pour une protection des femmes victimes des violences. D'autres réactions parmi les personnes qui sont présentes avec nous? Alors, ouais, il y a des retours, effectivement. Alors, la discrimination positive est aussi à C'est Gauthier. car elle laissera supposer que les femmes qui intègrent des postes à haute responsabilité sont là grâce aux quotas, plus que par leurs compétences. Effectivement, ça c'est vrai. Mais effectivement, justement, c'est peut-être une réflexion à avoir sur quelle est la bonne stratégie pour pouvoir en fait favoriser une meilleure mixité dans certains types des métiers ou quand même dans certains rôles des pouvoirs. Je pense que là, au moins de mon point de vue, tout simplement, il faudra plutôt travailler alors aussi sur c'est un travail aussi psychologique, peut-être et sociétal, qu'il va falloir faire sur, sur les stéréotypisations qu'on pourrait avoir du fait que les femmes, si elles sont dans certains endroits, c'est pas forcément pour leurs compétences, mais c'est pour d'autres raisons. Le travail doit se faire sur les mentalités avant tout, mais cela nécessite un gros travail sur les longs termes. Alors, moi, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, on l'a vu en France, lors de l'élection de notre président, donc de M. Macron, il avait effectivement basé sa campagne sur une parité femmes-hommes de façon assez importante. Donc, effectivement, la liste proposée, ou les listes proposées dans les différentes, sur la France entière, dans les différentes communes et autres, lors des différentes élections, avaient une parité complète au niveau des listes présentées. Par contre, on s'est vite rendu compte quand même que certes les femmes ont été admises lors des élections, et puis petit à petit, en fait, les femmes ont disparu. Pas toutes, mais on s'est rendu compte que les femmes ont pris en fait ce pouvoir en toute première ligne parce que c'était la campagne qui le voulait. Et puis petit à petit, eh bien ces femmes sont parties et ont été remplacées par des hommes. Je suis pas persuadée qu'à maintenant, si on faisait le prorata par rapport à un moment des élections, quelle qu'elle soit, la parité soit tout autant respectée. Et ça, effectivement, je rejoins Gauthier. C'est pas parce que, et l'Union européenne en est une preuve aussi, à partir du moment où c'est un cheval de bataille, bien évidemment qu'on va mettre en avant
le fait de faire en sorte que ça soit possible et donc de mettre des femmes sur ces métiers-là. Après, est-ce qu'effectivement elles sont là pour les quotas ou est-ce qu'elles sont là parce qu'elles ont des compétences? Je veux penser que c'est avant tout pour leurs compétences, mais malgré tout, il y a quand même un doute qui s'installe en disant est-ce que c'est pas simplement effectivement pour valider les quotas parce que l'on prêche la parité? Oui, oui, non, tout à fait. Après, j'ai trouvé c'était intéressant la réponse qu'une députée européenne qu'on a pu interviewer pour les webinaires qu'on a organisés le 8 mars, Madame Delbos Corfield, qui est une dame qui est dans la commission des droits des femmes et donc pour l'égalité des genres au Parlement européen. Ben, elle a essayé d'aborder effectivement cette thématique parce que, comme on se disait tout à l'heure, de toute façon, ça dépend beaucoup aussi de quelles sont les règles des élections dans chaque État membre. Et de toute façon, même au Parlement européen, après, les choses s'organisent beaucoup entre groupes politiques. Donc, je me dis qu'effectivement, ça doit être après la même chose de ce qui se passe en France au niveau national, en Italie, en Espagne, etc. Donc, au niveau des institutions européennes, ce qu'ils ont, en fait, c'est ce qu'ils appellent en fait les gender mainstreaming. C'est-à-dire d'ailleurs, Madame Delbos Corfield, elle est rapporteuse pour en fait ce gender mainstreaming au sein du Parlement européen. Donc, cette volonté de pouvoir réorganiser les rôles au sein des groupes politiques et au sein des institutions européennes pour qu'il y ait une meilleure mixité. Parce qu'effectivement, elle nous parlait du fait, par exemple, en termes, par exemple, des gestions de certains dossiers, ben les femmes, elles disparaissent complètement. Comme ça peut être des dossiers comme l'agriculture ou la finance ou l'économie. C'est très souvent des dossiers qui sont gérés par des députés hommes. Et alors, aux femmes, on laisse plutôt des dossiers comme la culture, l'éducation. Alors après, on a quand même des femmes extrêmement compétentes, même sur des dossiers comme l'agriculture, la finance, l'économie. Il ne faut quand même pas oublier quand même que pour l'instant, en plus de Ursula von der Leyen, c'est quand même aussi une dame qui est à la tête de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui est une Française d'ailleurs. Donc, voilà, il y a effectivement des exceptions, mais après, ce qui se passe effectivement au sein des groupes politiques, que ce soit au Parlement européen ou que ce soit au niveau national, ben ça revient un peu aussi aux groupes politiques en soi après. Donc, je trouve que c'est très intéressant qu'au niveau des institutions européennes, il y a quand même cette courante, si on peut la définir comme ça, de ce gender mainstreaming qui fait quand même qu'indépendamment du lieu ou du rôle, que ce soit au sein des groupes politiques ou que ce soit au sein des commissions ou que ce soit même tout simplement en termes d'administration, des rôles d'administration, qu'il y ait voilà, une égalité qui soit le plus possible égale et que ce soit basé effectivement non pas sur les faits que les femmes sont pratiques, entre guillemets, parce qu'il va falloir faire la campagne électorale, mais après, quand on parle sérieusement, elles disparaissent. Donc, je pense que là encore, j'aimerais bien, c'est bien déjà qu'il y ait quand même un certain mécanisme qui sont implantés, comme le gender mainstreaming, mais en même temps, après, c'est beaucoup un travail aussi des psychologique ou quand même aussi vraiment sociétal ou d'éducation ou de sensibilisation qui doit être fait, je pense. C'est ça, on est complètement d'accord. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? Parce qu'on a toujours d'autres personnes qui sont là. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Chantal, Régis, Claude, qui j'ai encore? Je vois plus de personnes du coup. Madame Gréco, qui j'ai encore qui est là? Ah, voilà, là je vois mieux. Je vois mieux. Est-ce que parmi les personnes encore présentes, il y a des personnes qui veulent prendre la parole? Vous rallumez votre micro et on vous écoute. Non, je n'ai pas de succès. J'ai pas de succès. Bon,
Est-ce que c'en est terminé pour vous? Si personne ne veut prendre la parole en plus, vous avez terminé? Et en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis aussi aperçue que j'étais une très mauvaise élève au questionnaire. Donc, je vais aller chercher les petits bouquins chez Claire et puis je vais potasser parce que je suis une très mauvaise élève en matière d'Europe. La toute petite dernière chose qu'on pourrait faire, effectivement, je vois qu'il y a un chat où vous suggérez des choses. On Oui. peut vous mettre effectivement les liens vers, Oui. vers ces dossiers. Comme ça, voilà, tout le monde pourra prendre les temps de pouvoir regarder un peu plus en Effectivement. détail. Effectivement, et nous, de toute façon, on relaiera ça donc sur le site internet, sur le Facebook, donc le nôtre et celui effectivement du CIED. Donc, ça sera relayé effectivement au niveau des informations. Donc, oui, n'hésitez pas. Voilà, c'est bien. Je vois que vous l'avez mis. Donc, pas de souci, on relaiera tout ça. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. C'était passionnant. Ça nous a permis de clôturer cette journée sur la parité femmes-hommes qui a été dense, riche en témoignages, riche en informations. Merci à toutes les personnes qui y ont participé et qui sont encore présentes avec nous, que ce soit nos intervenants, intervenantes ou intervenants, parce qu'il y a eu un homme dans le lot. Donc voilà, et merci aux personnes qui sont restées avec nous tout au long de cette journée pour voilà alimenter ce qui vient de ce qui s'est dit tout au long de cette journée. Et puis, je vais me faire porte-parole, mais Claire va reprendre derrière moi. Le fait que ce soir, il y a une conférence, je ne l'oublie pas, hein, une conférence sur l'Europe et mon territoire, donc partie Vaucluse ce soir, donc je vais te laisser dire exactement ce qu'il en est. Moi, je termine simplement en vous disant que je remets ça demain. Donc, pour les personnes qui souhaitent se connecter demain, on commencera à 10 h. Donc, soyez avec nous vers les 10 h moins le quart. Et demain matin, on a une table ronde sur les femmes chefs d'entreprise, pardon. Et l'après-midi, on aura une autre façon de retrouver un emploi par la formation. Donc, avec des centres de formation genrés sur des métiers masculins sur lesquels je vais essayer de faire venir des femmes. Voilà, donc pour notre journée à nous, c'est terminé. Claire, je te laisse la parole. Merci Martina, merci Carlotta d'avoir terminé cette journée. Merci à Madame Goumet pour son ouverture, si elle nous entend toujours. Merci à mes différentes intervenantes et intervenants. Merci Katia. Juste un petit mot sur la conférence qui va commencer dans à peu près 1 heure. C'est une conférence qui s'appelle l'Europe et mon territoire et on va s'intéresser à ce que fait de l'Europe dans le département du Vaucluse. Donc avec à la fois une personne qui nous parlera de ce qu'est la politique régionale de l'Union européenne et ensuite on donnera la parole à différents porteurs de projets qui témoigneront de ce qu'ils ont pu faire dans le département grâce au concours de l'Europe. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse que je vais vous indiquer et on vous envoie le lien pour participer à la conférence. Voilà, j'envoie le mail. Hop. Donc, il suffit juste de nous adresser un petit mail et on vous envoie le lien. Voilà, c'est fini. Enfin, c'était juste une petite annonce pour tout à l'heure. Parfait, j'espère que tu auras beaucoup de monde, que ça sera un franc succès. Pour avoir participé de mon côté à une expérience donc du même type, c'est très intéressant. Donc je vous engage, si vous êtes disponible ce soir, à le faire effectivement, à vous inscrire et à y assister. C'est très intéressant. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je vous vois plus parce qu'il y a l'Europe et mon territoire sur notre écran. Donc voilà, là maintenant je vous revois. Donc merci encore, passez une bonne fin de journée. Je croise les doigts pour la conférence de tout à l'heure, que vous ayez beaucoup de monde. Merci à tous et je clôt cette journée. Au revoir. Au revoir, merci.